Bonjour et bienvenue sur Écho de ferme, ton podcast pour comprendre les enjeux que traverse le secteur agricole français et s'interroger sur l'avenir de notre agriculture et de notre assiette. Je suis Sophie Dias et je t'emmène à la découverte de nos fermes, de leurs défis et des modèles agricoles de demain, en donnant la parole à des agriculteurs et des agricultrices passionnés. Installe-toi et bonne écoute. Dans ce nouvel épisode, je te fais découvrir l'un des plus grands producteurs de pommes du Tarn-et-Garonne, la ferme familiale Burati. Leurs pommes sont exportées dans le monde entier et contribuent à la réputation de la pomme française, dite la French pomme. Aurélie, la fille, m'a ouvert les portes de l'unité de triage et de conditionnement très sophistiquée et a accepté de parler de son quotidien. À mon micro, elle partage avec transparence l'histoire de cette structure, leur fonctionnement et leurs choix. Aurélie nous expose les contraintes qu'ils doivent surmonter en tant que grosse exploitation, aussi bien au niveau structurel que conjoncturel. Comme la majorité des arboriculteurs, le manque de main-d'œuvre est une problématique qui, selon elle, va sceller l'avenir de la filière pomme. Bonjour Aurélie, merci de m'accueillir et de m'ouvrir les portes de la structure Burati. Avec plaisir. Alors ici, on est dans le département du Tarn-et-Garonne que j'explore depuis plusieurs épisodes. Donc dans le département du 82, la pomme, c'est un peu l'emblème de ce département. Et donc faire une saison entière de podcast sans aller voir un producteur de pommes, ça faisait un petit peu bizarre. Donc je suis très contente en tout cas que tu m'accueilles aujourd'hui et que tu m'ouvres les portes de ta structure. Avant de rentrer dans la question de la filière de la pomme, de comment c'est produit, tout ça, est-ce que tu peux me présenter Aurélie qui tu es et notamment la structure Burati, s'il te plaît ? Mais nous, on a une entreprise familiale. Mon père et mon oncle sont à l'initiation de tout ça. Ils étaient agriculteurs plus céréaliers au départ. Et dans les années 90, ils se sont mis à faire de l'arbo. Donc, on faisait des pommes, des prunes et des kiwis. Et au fur et à mesure des années, donc, mon frère et mon cousin ont intégré l'aventure. Et moi et ma cousine, on est venus par la suite aussi. Donc, aujourd'hui, on est tous les 6 à travailler tous ensemble, chacun sur son poste bien défini. Et on a aujourd'hui 300 hectares de pommes et 50 hectares de kiwis et 5 hectares de kiwis jaunes qu'on fait sous serre. Ce qui représente une surface quand même considérable de oui. 300 hectares. Tu disais des postes définis, c'est lequel que tu as ? Alors moi je suis un peu couteau suisse parce que je suis un peu sur de l'ARH qui aujourd'hui est un peu le nerf de la guerre parce que c'est compliqué de trouver des salariés. Ma cousine elle est plus sur de la facturation et tout ça. Mon cousin est responsable au champ, mon frère est responsable en station d'emballage. Et mon père et mon oncle sont là encore pour tout superviser, je pense encore pendant bien longtemps, parce que c'est des agriculteurs à l'ancienne qui partiront jamais à la retraite. À la retraite, oui. C'est ça ? C'est les durs qui restent jusqu'au bout. C'est exactement ça. Donc historiquement, tu disais que c'était des céréales avec de la partie arboriculture. C'est parti à combien d'hectares en principe ? On a commencé avec, une vingtaine, une trentaine d'hectares de pommes. On avait augmenté un petit peu. On est arrivé jusqu'en 2008, je crois qu'on avait 70 ou 80 hectares de pommes. Après, en 2008, on s'est agrandi parce qu'on a racheté une structure existante. Donc, on a récupéré les hectares qu'il avait et depuis, on a évolué, renouvelé les vergers, tout ça. Jusqu'à atteindre 300 et quelques hectares. C'est ça. Pourquoi cette phase de développement pour ton père et ton oncle ? Ils ont toujours été très innovateurs, très férus d'innovation, de toujours évoluer, toujours essayer les nouvelles choses. Ça a toujours été leur façon de faire. Le matériel le plus performant, sophistiqué, moderne, voilà, ça a toujours été leur façon de fonctionner. Donc c'est vrai qu'on a grandi avec ça. À l'époque, ils faisaient donc les céréales. On avait des moissonneuses qui en avaient très peu partout, des tracteurs avec tout un système pour semer, qui était assez innovant. On était les seuls dans le Tarn-et-Garonne, dans le Midi-Pyrénées, des fois, à voir ce genre de choses. Ils ont toujours été dans ce truc d'aller de l'avant. D'être à la pointe, finalement, mécanique, en agroéquipement. Et du coup, à un moment donné, ils ont voulu se tourner vers ce qui était à l'époque quelque chose de récent dans le Tarn-et-Garonne, les fruits. Donc, ils ont voulu tenter l'aventure avec les fruits sans être spécialisés. Donc ils se sont un petit peu formés sur le tas parce qu'à l'époque, les années 90, il n'y avait pas toutes les formations qu'on a aujourd'hui, mais voilà, ça a bien fonctionné. Ça nous faisait 2 filières différentes. Et à l'époque aussi, vu qu'il n'y avait pas tout ce qui est innovation aujourd'hui, les fruits c'était compliqué, des quilles grêlées, tout ça c'était des choses un peu compliquées. Les céréales, il y avait des années compliquées. Donc avec les 2 activités, ça leur permettait d'avoir un bon fonctionnement pérenne et financier.
Ils ont continué comme ça pendant longtemps. Et en 2008, étant donné la grandeur qu'on prenait, ils ont fait le choix, et on a fait le choix avec eux, d'éliminer tout le côté céréales. Et de vous spécialiser sur la partie arboriculture. Exactement, parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin, et chacun, on avait besoin de se dédier complètement à tout ce qui est performance emballage, pour les ventes et tout ça. Donc voilà, il nous fallait de l'apport financier, ça nous a permis de vendre tout le matériel céréalier, qui nous a amené de l'apport financier aussi. Donc voilà, ça a été un choix de, comme on dit, de ne pas être au four et au moulin en même temps en fait. Au début, il y avait ton père et ton oncle. C'était une évidence de reprendre l'exploitation ? Mon frère et mon cousin, oui, parce qu'ils ont toujours voulu faire ça. Ils ont fait l'école agricole, ils ont eu le bac pro, ils ont eu le BTS. Ils ont toujours été dans cette lignée-là. Pour ma cousine et moi, non, ça n'a pas été une évidence, parce que c'était pas quelque chose au départ qu'on voulait. Ma cousine a fait dans le médical, et moi j'ai été assistante maternelle dans les écoles de Montauban. Mais comme on dit, on revient toujours aux sources, on va dire. On a toujours été dedans quand même, parce que même si on travaille ailleurs, on a toujours le côté très familial qu'on a dans l'agricole en général, de toute façon. On ne peut pas y échapper. Je ne sais pas si on ne peut pas y échapper, mais c'est quelque chose de viscéral en fait. Parce que quand on est né dedans, qu'on grandit dedans et qu'on ne fait que ça, c'est vrai qu'après, à un moment donné, moi je pense que ma cousine et moi, on était un peu dans le même état d'esprit, on avait besoin de faire autre chose. Moi j'ai eu mon fils, tout ça, voilà, on a eu des étapes de vie différentes. Et à un moment donné, étant donné qu'eux aussi on s'agrandissait beaucoup, on avait eu cette discussion où ce serait bien qu'on vienne aider un petit peu nos frères, toutes les deux. On s'est posé la question et on est arrivés toutes les deux à la même conclusion, et c'est pour ça qu'on est là. Aucun regret ? Franchement, non. C'est pas tous les jours simple, parce que c'est sûr que mon métier d'avant était beaucoup plus paisible et beaucoup plus rythmé, on va dire, avec des vacances, avec des heures, avec des choses comme ça. Ça n'existe plus. Donc ça a été compliqué la transition, parce que quand on a fait 10 ans comme ça, de revenir, puis bon, ça avait beaucoup évolué, il y avait beaucoup de choses à réapprendre, donc ça n'a pas été simple quand on a des enfants à la maison, qu'on a une vie de famille. Voilà, ça a été une étape un peu complexe physiquement et mentalement à tout réintégrer. Mais moi personnellement, et je vois que ma cousine est toujours là, donc c'est qu'on ne regrette pas. Comment vous travaillez au niveau des vergers ? On a beaucoup de normes de toute façon pour pouvoir travailler, vendre dans le monde entier, la France aussi. On a la norme de Global Gap, et depuis quelques années on est HVE aussi. On avait une partie bio, bon, qu'on a toujours, pas beaucoup, mais on a laissé tomber une bonne partie bio, parce que le bio aujourd'hui, c'est plus du tout ce que c'était. Donc financièrement parlant, il y avait des vergers qu'on avait en bio qu'on a arrêtés, mais on a des variétés quand même bio qui se vendent qu'en bio. On jongle un peu sur toutes ces façons de faire, avec toutes ces normes. On respecte absolument tout, sinon on ne fonctionnerait pas toujours aujourd'hui avec 300 hectares. On a fait pas mal d'investissements sur la gestion de l'eau depuis pas mal d'années. Surtout en ce moment avec le climat qu'on a. Oui, après il y a toute une problématique sur la gestion de l'eau, où en France on ne sait pas trop la maîtriser, parce que de l'eau il y en a, sauf qu'on ne sait pas la garder. Donc la problématique elle est là, mais nous dans les vergers, pour moins consommer, mais parce qu'on a la possibilité d'avoir le goutte à goutte qui permet d'économiser l'eau qu'on leur donne. Mais on a surtout investi depuis pas mal d'années dans un projet innovateur au départ, avec tout un système de programmation d'arrosage. On gère tout au téléphone, on fait des programmes avec temps d'arrosage sur telle parcelle. Il y a aussi des capteurs qui sont intégrés dans les arbres, dans la terre, tout ça, donc on ne donne l'eau que l'arbre a besoin. Elle a besoin. Oui, parce que c'est pas parce que la terre en a besoin que l'arbre en a besoin. Et on a quand même l'aspersion qu'on met toujours dans le verger, parce qu'on en a besoin pour l'antigel. Aujourd'hui, on n'a pas de meilleure solution pour l'antigel que l'arrosage. Tout le monde n'a pas la possibilité de le mettre, parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau aussi facilement que nous, on peut l'avoir avec l'Aveyron à côté. On a 80% de nos vergers qu'on peut couvrir en antigel facilement, mais tout ça, ça a été des investissements au long terme, parce que voilà, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de modifications à faire. Donc voilà. Après, on a les filets par grêle aussi sur la totalité de nos vergers. Aujourd'hui, sans filet, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs qui prennent le risque de travailler. Continuer. Ouais. Par rapport au système d'aspersion pour limiter le gel, c'est d'arroser en tout cas les vergers pour créer en fait une couche
sur notamment les fleurs. Et pour éviter qu'elles passent sous les températures négatives, on maintient, en fait, on met une couche de glace par-dessus pour les maintenir à 0 degré, éviter qu'elles gèlent. Les gens ont du mal à comprendre qu'on arrose quand ils gèlent. C'est vrai que c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre en général. C'est bizarre, ouais. Parce qu'en fait, on a tout un tas de sondes météorologiques à un certain seuil. Donc quand ça commence à descendre, l'alarme nous appelle, nous réveille pour qu'on aille allumer. On va allumer l'arrosage parce qu'il faut bien allumer en amont pour éviter justement que quand ça arrive à un certain... Exactement. Donc on allume en amont, on laisse tourner l'eau, l'arrosage, ça englobe quand ça gèle tout ce qui est arbres et surtout les petites pommes, tout ça. Donc ça les englobe, ça fait une carapace. Et on ne l'éteint que quand on arrive à des températures correctes pour que ça dégèle tranquillement et que justement ça ne souffre pas de ce gel. Et du coup ça les maintient dans une coquille qui ne descend pas en dessous de 0. Et c'est vrai que c'est très surprenant pour les gens quand ils ne savent pas de voir un glaçon et de se dire qu'à l'intérieur il fait pas en dessous de 0. Mais c'est et le puis cas. même de voir la notion d'arrosage alors qu'on est en plein mois d'hiver, ça peut surprendre certains consommateurs finalement. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'autre façon de faire le plus efficace que l'arrosage. Parce que les bougies, c'est très cher déjà. C'est un énorme investissement et c'est allumer bougie par bougie. Il y a d'autres façons parce que nous on a aussi on a un tracteur avec une espèce de soufflerie où il faut qu'on passe en continu dans le champ tant que la température n'est pas remontée. Et c'est pas le plus efficace parce qu'il faudrait avoir beaucoup plus de tracteurs pour passer beaucoup plus parce que la température descend quand même. Et donc voilà, il y a tout un tas de fonctionnements où aujourd'hui rien n'égale l'eau. Oui. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, c'est qui tes clients ? Le monde entier. On n'a pas de limite. Donc là, tu vas négocier directement avec des grandes surfaces ? Non, on a un Métard-Marché aujourd'hui qui s'appelle Bluewell, où ils ont un service commercial. C'est eux qui traitent en direct avec les acheteurs et qui nous envoient les commandes. Nous, on a juste à regarder si on est d'accord sur des questions de prix ou sur des questions de si on a assez de pommes, si on a le temps de le faire, tout ça. Donc on gère ce côté-là. Mais après, le choix du client, ça nous est égal. On n'a pas de préférence spécifique. Oui, l'objectif, c'est de vendre toutes les pommes. C'est finalement. exactement ça, de les valoriser au meilleur prix et d'avoir la capacité, le temps de le faire aussi, voilà, parce qu'on est quand même contraint par nos machines et nos salariés et notre quantité de pommes aussi, parce que des fois, il nous en manque. Donc, tu parlais de la partie salariée. Aujourd'hui, vous êtes combien chez Burati ? Dans la station d'emballage, on a 15 permanents et ça dépend des années en fonction des besoins, on a une vingtaine de saisonnières qui sont fidèles au poste et qui reviennent tous les ans. Dans le champ, par contre, on a un fonctionnement plus saisonnier, donc de août, quand on commence la récolte à fin novembre, on est 300 à peu près. Ça représente du monde là. Oui. La main-d'œuvre agricole est un grand sujet de débat dans ce secteur. Donc déjà pour un arboriculteur classique, mais dans une structure comme la tienne, comment ça se passe pour trouver de la main-d'œuvre et du coup pouvoir assurer la récolte chaque année ? C'est très difficile et ça le devient encore plus. Et on ne sait pas trop ni comment s'y prendre, ni comment voir l'avenir au niveau de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, l'arboriculture, on ne peut pas faire autrement que d'avoir de la main-d'œuvre. La pomme est trop fragile, c'est très délicat, donc on n'a pas de machine aujourd'hui qui existe pour remplacer la main-d'œuvre. On a des machines qui aident à avoir un meilleur travail ou un travail moins physique, on va dire. Oui. Seulement quand on a autant d'hectares comme nous, il est difficile d'avoir la totalité de nos vergers couverts par ce genre de machine. On fait petit à petit, mais il nous en manque encore pas mal. Donc on a quand même encore du travail physique, quoi qu'il arrive, ça reste un travail extérieur. Agricole, c'est pas toujours simple, c'est un peu ingrat. Mais aujourd'hui, la main-d'œuvre, pour dire être franche, on a 99% de notre main-d'œuvre qui vient de l'étranger, saisonnière. Voire aussi permanent, on commence à s'y tourner aussi, parce que même du permanent, on a du mal à trouver aussi des gens dans n'importe quel secteur, n'importe quel métier. Et comment ça se fait ? Si on le savait. La motivation des gens est partie. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne viennent plus travailler ? Parce qu'on n'est pas le seul secteur chez qui ça arrive. L'agricole, ça fait longtemps qu'on a ce problème de main-d'œuvre, où on fait appel à de la main-d'œuvre étrangère depuis
pas mal d'années. Mais aujourd'hui, on voit que la totalité des secteurs est touchée. Plus personne ne veut aller travailler. Plus personne n'a envie de faire un travail déjà physique. Même si c'est pas un travail... Nous, dans l'arbo, on n'est pas à quatre pattes par terre, hein, mais ça reste un travail physique quand même. Et aujourd'hui, nous, on a une bonne partie, c'est des Polonais encore. Et le reste, c'est de la main-d'œuvre qu'on fait venir du Maroc. D'accord. Avec des contrats spécifiques. C'est des contrats de 4 mois. Ils n'ont pas le droit de rester plus. On est imposé comme ça. Ils ont 4 mois et ils repartent chez eux. Et le problème, c'est que c'est des autorisations de travail délivrées par l'État avec des visas. Et cette année, on a eu la problématique où j'ai plus de la moitié de ce que j'avais demandé n'est pas venu. Parce que du coup, c'est toi qui fais les démarches pour pouvoir avoir cette main-d'œuvre étrangère. Oui. Y compris du coup les demandes de visa. Oui. Ah oui. Ça passe par un service qui s'appelle l'OFI. C'est un service dédié parce que c'est un accord entre la France et le Maroc. Donc ils ont un service OFI spécifique. Parce que ça fait longtemps que ça existe, ça fait longtemps qu'on prend des Marocains. Et c'est une main-d'œuvre qui est toujours au rendez-vous, très motivée, qu'on loge, hein, parce qu'on les loge tous, qui sont très contents parce que chez eux, c'est vrai qu'ils n'ont pas le quart de ce qu'ils gagnent ici. Donc c'est une main-d'œuvre avec qui on s'entend bien et qui est très efficace. Seulement la problématique, c'est que c'est pas l'Europe. Donc question papier, on est contraint par les décisions de l'État français, voire de l'État marocain, du coup. Et que quand ils sont pas très copains, c'est nous qui trinquons. Parce que du coup, on n'a pas notre main-d'œuvre qui vient, sans raison spécifique. Donc c'est compliqué de s'organiser quand on attend 200 Marocains et qu'on n'en a que 50 qui arrivent. On s'est posé la question cette année, étant vu le problème qu'il y a eu, de laisser tomber quelques parcelles. De ne pas les récolter du coup ? Oui, parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Non. Et donc là, c'est vraiment dommage. Oui. Mais aujourd'hui, sans main-d'œuvre, je pense qu'on finira de tuer l'agriculture. Mais surtout qu'en fait, si tu ne récoltes pas, après, tu n'as pas la vente. Et donc, tous les investissements que vous avez faits, et notamment avec toute la partie lavage, conditionnement, triage des pommes, bah, finalement, tu ne peux pas rembourser ta partie annuité bancaire. Non, tu peux rien faire. Sans main-d'œuvre, on ne fera rien. Ça fait quelques années déjà où on avait ce fonctionnement de planter, renouveler les vergers, qu'on n'a plus, parce qu'on ne sait pas où on va avec la main-d'œuvre. Chaque année, on a un nouveau problème. Chaque année, on est un problème différent qu'on ne peut pas gérer parce que on ne sait pas comment le faire. On dépend des décisions d'État. On stoppe notre agrandissement ou notre renouvellement parce qu'on ne sait pas comment on va faire pour ramasser ces pommes. On n'a pas de solution, donc on n'investit plus. Et quand on fait 18 000 tonnes de pommes, il faut les ramasser. Elles ne viennent pas dans la station d'emballage toute seule. Alors effectivement, tu parles de ce problème structurel qui est la main-d'œuvre, mais à ça, dans la filière pomme, il y a aussi tout ce qui est conjoncturel. Donc là, c'est encore d'autres contraintes qui viennent s'ajouter. Donc je fais juste un petit rappel parce qu'on est quand même dans le Tarn-et-Garonne, donc c'est plus de 5000 hectares de pommes qui sont cultivées, ça représente 10% du verger français. Et le 82, donc le Tarn-et-Garonne, est le premier département producteur de pommes en France. Donc voilà, on part avec un bon bagage. Comment ça se passe au niveau du département avec d'autres confrères, d'autres concurrents sur la filière ? Alors moi, personnellement, je ne parle pas de concurrents parce qu'on ne l'est pas. Parce que finalement, oui, c'est vrai, on fait la même chose. On est sur les mêmes marchés, on a les mêmes clients des fois. Mais il y a assez de place pour tout le monde parce que les pommes, quoi qu'il arrive, on les sort, on les vend... On fait tous le même métier, on a tous les mêmes galères, on a tous les mêmes contraintes, tous les mêmes intempéries, même la plupart du temps. Donc on n'est pas des concurrents, on est simplement des confrères qui font la même chose et il y a de la place pour même plus si on pouvait en avoir. Mais aujourd'hui, ça va plutôt dans le sens inverse qu'autre chose. Donc, oui. Effectivement, avec la baisse notamment des arboriculteurs en France et plein de vergers qui ne sont pas repris, y compris dans le Tarn-et-Garonne, c'est assez compliqué. J'avais lu un article récemment qui disait que quasiment 40% de la production a diminué depuis 1990 suite à la baisse des agriculteurs, mais aussi parfois une baisse des rendements. Vers où on va en France ? Honnêtement, on n'en sait rien. On se pose la question peut-être tous les jours. Savoir si on va continuer longtemps, si
Ça paraît gros ce qu'on a, mais on peut très vite tomber quand on est gros aussi, et c'est compliqué, donc on ne sait pas. On ne sait pas ni où on va en main-d'œuvre, ni où on va en vente. On a beaucoup de problématiques où, sans soutien des gens et de l'État, au niveau de l'agriculture française, parce que nous on est Arboux, mais on peut mettre toute l'agriculture dans le même sac. On est souvent critiqué, mais on est quand même considéré dans le monde entier comme la meilleure agriculture du monde. La nourriture qu'on a, nous, est très valorisée à l'étranger et en France, non ? Donc c'est vrai que c'est assez... paradoxal ? C'est assez paradoxal et assez déprimant de voir que dans le pays où on est, où on travaille, où on vit, et dans lequel où on respecte toutes les normes qu'on nous demande, on nous assassine avec les normes aussi, parce que des normes, ils savent en faire, ça, il n'y a pas de problème, on en a toujours des nouvelles. On suit, on joue le jeu, on est toujours montré patte blanche, ça suffit jamais, donc ça permet pas de voir de l'avenir bien loin. Mon fils fait ses études dans l'agricole, je l'ai poussé un petit peu à faire une suite d'études un peu plus généralistes pour pouvoir avoir un échappatoire, parce que honnêtement, je ne sais même pas si lui il pourra continuer et reprendre l'exploitation familiale. On se pose tous la question, hein. Qu'est-ce qu'on va devenir, on ne sait pas. Par rapport à quoi ? Par rapport au marché international, tu veux dire ? Par rapport au marché international, en partie la main-d'œuvre, en partie toutes ces taxes, toutes ces normes qui nous coûtent beaucoup d'argent, toutes ces contraintes qu'on a nous, mais que les pays voisins n'ont pas, et pourtant on est sur le même marché après. Le prix de la main-d'œuvre aussi. Tout ça fait qu'on ne sera jamais compétitif avec des pays même européens qui sont équivalents financièrement à nous. Comme l'Italie est un pays équivalent à notre travail, on est sur la même chose, mais qui n'ont pas les mêmes contraintes, normes et taxes. Et du coup, on ne sera jamais sur le même prix. Mais le pire n'est pas sur l'Italie, c'est sur d'autres pays où ils ont un fonctionnement qui n'est pas tout à fait comme le nôtre, et on les voit sur le marché comme nous. Et quand les gens préfèrent acheter... Tu parles de la pomme polonaise ? En partie, oui. Il n'y a pas que, mais en partie, c'est des pays qui n'ont pas du tout le même fonctionnement que nous, qui ne sont pas sur la même qualité de travail que nous, mais qui sont par contre sur les mêmes étals que nous. À savoir, dans le marché international de la pomme, la France fait partie des plus grands producteurs. Donc c'est surtout la Chine et les États-Unis qui sont les plus grands producteurs. Et ensuite, en Europe, ça va être la Pologne, l'Italie et la France. Et quasiment chaque année, 30% de la production française est exportée. Donc c'est quand même un marché excédentaire, même si ces dernières années, ça a évolué, surtout l'année dernière, en 2022, parce qu'il y a de moins en moins d'exportation française. Mais en parallèle, il y a quand même de l'importation de pommes. Donc il y a aussi un peu ce paradoxe là où en fait on fait beaucoup de pommes. Alors est-ce qu'on fait trop de pommes peut-être ? Non, je pense pas. Parce qu'on a un panel de variétés assez vaste, hein, et aujourd'hui les gens ne comprennent pas que les pommes elles ont un cycle de vie et de vente. Et aujourd'hui les pommes sont toute l'année sur les étals. Et les gens ne comprennent pas que si on devait suivre exactement la saisonnabilité de la pomme, ça ne serait pas possible, mais on a la capacité avec la pomme aujourd'hui de la conserver facilement, parce que c'est un fruit facilement conservable, ce qu'on n'a pas avec le kiwi, la prune ou les abricots par exemple. Mais du coup, de la pomme, on en a assez pour la France. Mais voilà, les metteurs en marché, tous les magasins, tout ça, jouent sur leur marge, jouent sur beaucoup de choses, et du coup mettent sur les étals de la pomme étrangère qui sont bien moins coûteuses, mais bien moins respectant pas tout ce qu'on respecte nous. Et ce qui est pas très normal qu'on puisse en France vendre quelque chose dont nous on est interdit de produire. Donc voilà, c'est quelque chose, mais qui va dans toute l'agriculture en général, hein, c'est pas que les fruits. Mais du coup, ça peut paraître bizarre de voir que là, tu me faisais visiter la partie assemblage. On voyait qu'il y avait beaucoup de lots qui partaient à l'international, Vietnam, Chine, Thaïlande, Brésil. Et donc, eux achètent la French pomme, comme c'est écrit sur les cartons. Mais du coup, ici en France, il y a cette réticence aussi du consommateur, peut-être moins de soutien public. Comment tu expliques en fait ces deux poids deux mesures aussi ? Je ne sais pas si c'est de la réticence ou après quand on vous propose des pommes moins chères, évidemment je comprends qu'aujourd'hui avec la conjoncture actuelle, certains ne font pas la différence entre une pomme polonaise ou une pomme française parce qu'ils regardent le prix et ils veulent simplement moins dépenser, ce que je conçois.
Seulement après, les marges que prennent les magasins, c'est pas spécialement ce qu'on vend nous. Du coup, je pense qu'il devrait y avoir un ajustement un peu plus réglementé à ce niveau-là. Donc un moyen d'action avec la partie vente en grande surface, tu veux dire ? Si on pouvait. Ils ont de grands pouvoirs, ils font un peu ce qu'ils veulent dans leur magasin. Hein. C'est pas quelque chose que moi je vais dire, mais c'est vrai ça nous donne à nous une mauvaise image parce que ça monte nos prix, mais qui n'est pas la réalité derrière. Donc c'est quelque chose de compliqué à comprendre pour les gens quand ils vont au supermarché, pourquoi on est si cher. On est cher, c'est sûr, parce qu'évidemment on a tout un tas de frais structurels qui font qu'on ne pourra jamais être au même prix que les pommes polonaises, c'est clair et net. Oui. Mais qualitativement parlant, par contre, il n'y aurait pas à discuter. Notre pomme est bien plus respectueuse de l'environnement et de la santé publique qu'une pomme polonaise peut-être. Donc il y a aussi cette concurrence plutôt déloyale. Un peu oui, parce qu'on a des normes bien drastiques en France et qu'il faut, parce qu'on a besoin de normes pour bien travailler, pour réguler certaines choses qui ont été faites il y a 30 ans en arrière, qui n'étaient pas bonnes, et parce qu'on est dans la méconnaissance des choses qui ont été un petit peu, je sais pas comment dire ça, mais... Il y avait plus de flexibilité, on va dire, alors que maintenant... Flexibilité, oui, mais moins de connaissances aussi, parce qu'il y a eu une époque où, quand mon père et mon oncle ont commencé les phytos sur les pommes et tout ça, on n'avait pas toute cette peur de santé, en fait. C'était un autre fonctionnement. Aujourd'hui, on est bien briefé sur la santé, sur les produits, sur ce qu'on met. On est très réglementé, c'est très drastique ce qu'on doit utiliser, ce qu'on a le droit d'utiliser ou pas. Donc, de ce côté-là, nous, aujourd'hui, on montre patte blanche autant qu'on peut. Mais bon, voilà. Et le problème, c'est que dans toute l'Europe, on n'est pas à la même enseigne. C'est la problématique. Finalement, c'est un manque de compétitivité Oui, après, oui. Peut-être un manque de valorisation aussi de la France pour le milieu agricole. Ça serait pas mal qu'on soit un peu plus soutenu dans nos galères ou dans... Au niveau politique, tu veux dire ? Oui. Je pense que si on avait un peu plus de poids, les gens se rendraient compte un petit peu que ce qu'on montre à la télé n'est pas spécialement la réalité. C'est ce qui est dommage. C'est souvent facile de taper sur tout le monde en déformant des choses qui ne sont pas la réalité du terrain. Parce qu'aujourd'hui, nous, on n'a rien à cacher. C'est vrai que dans l'agricole, on a peur de communiquer parce que tout ce qu'on peut être dit peut être déformé. Mais on n'a rien à cacher sur notre fonctionnement. Tout est dans la légalité des choses et on est extrêmement contrôlé pour ça. Les gens nous voient souvent comme des pollueurs la plupart du temps, mais au contraire, notre métier, c'est l'agricole. On ne peut pas fonctionner si on pollue. Surtout dans la partie arboriculture et pommes, c'est souvent celui qui est décrié pour l'utilisation de produits phytosanitaires. Mais oui, aujourd'hui, quand on est malade, on se soigne avec des médicaments. Et je vois pas pourquoi ça poserait un problème si on a un arbre qui est malade, si on le soigne avec des produits phyto. Ça fait peur aux gens tout le temps parce qu'on fait ça avec des atomiseurs, ça fait beaucoup de bruit, c'est gros, ça se voit. C'est ce qui fait peur aux gens. C'est pas pour ça que les produits qu'on utilise sont pas homologués, on gère aussi tout ce qu'on passe, le temps qu'on passe, parce que financièrement parlant, les gens ne se rendent pas compte, mais ça nous amuse pas de faire du produit phyto. Hein. Moins on en fait, moins on dépense d'argent. Hein. Il y a aussi ça. Et on essaye de réguler tout un tas de ravageurs ou de tas de problèmes qu'il peut y avoir, qui peut nous éviter certains produits, parce que si on évite en amont un ravageur, ça évite d'avoir un traitement derrière. On n'a pas toutes les sciences infuses, ni en France, ni nulle part. Et on a sans arrêt des nouvelles problématiques qui arrivent, qu'on ne connaît pas. On a cette année des punaises qui nous attaquent les pommes. Et on ne sait pas comment les maîtriser aujourd'hui. Seulement une fois que la pomme est piquée, elle est morte. Et c'est beaucoup de pertes. Et c'est des choses qu'on apprend tout le temps, des nouvelles choses. Le temps change. Les ravageurs sont toujours plus puissants ou plus nouveaux. Résistants aussi. Oui. Mais c'est difficile d'envisager comment va se passer une année parce que il y a toujours des imprévus et des fonctionnements différents. Mais notre but à nous est moins on passe de produits, mais on se porte. Financièrement, c'est le mieux pour nous. Et alors qu'est-ce qui manque ? Je sais pas, peut-être... Mis à part du soutien, de la sensibilisation, plus les industries agroalimentaires qui jouent plus le jeu peut-être, en favorisant les pommes françaises plutôt que des pommes
étrangères dans leur transformation? Je pense qu'un peu plus de cohésion dans tous ces milieux-là au niveau de l'agricole, parce que on a bien vu pendant le Covid que nous, on a beaucoup travaillé pendant le Covid. Et les gens ont compris que finalement, il y avait des bonnes choses en France. On a très bien travaillé. On a vraiment plus travaillé sur le marché français pendant le Covid, parce que nous, on n'a pas arrêté de travailler, parce que le télétravail, ça n'existe pas dans l'agricole. Mais on s'est rendu compte finalement que même si les pommes n'étaient pas très jolies, les gens les achetaient quand même. Mais on est revenu avec des mauvaises habitudes. Parce que... Tu veux dire que l'effet Covid s'est estompé? Oui. Oui, l'effet Covid s'est estompé et les gens ont repris leur vie normale et le fonctionnement a repris sa vie normale aussi. Mais après, c'est pas plus mal non plus, hein, mais c'est dommage on se soit écarté finalement de quelque chose dont il était nécessaire pendant le Covid, parce qu'il n'y avait rien qui passait, et de finalement vite oublier qu'on a de quoi faire en France pour autosuffire sur pas mal de choses et qu'on s'en sert pas. Après, nous, on vend à l'étranger parce que ça c'est bien aussi d'exporter. Hein. On n'est pas là pour prôner le pro-français. Vraiment, chacun a sa place de tous les côtés. Et les Polonais ont la place autant sur tous les pays que nous. Mais avoir un peu plus de valorisation sur ce qu'on fait comme travail par rapport aux autres, ça serait pas mal. Ouais, c'est ce que tu me disais pendant la visite, que finalement les pays étrangers valorisent plus la pomme française que les Français en eux-mêmes. Oui, les pays étrangers, en grande majorité, nous prennent comme une pomme de luxe, en fait. Une bonne pomme, ils le valorisent comme ça. Et c'est dommage que ce ne soit pas fait de notre côté. Aurélie, on arrive bientôt à la fin de cette interview. S'il y avait un écho que tu voulais envoyer aux consommateurs, aux auditeurs qui nous écoutent, ce serait lequel? Déjà, de ne pas écouter tout ce qu'on entend dans les médias ou dans la télé. Quand on a des questions à se poser les questions concernées. Il n'y a pas meilleure personne pour expliquer ce qui fait que l'agriculteur en lui-même. Les médias font mal à tout ce qui est agricole parce qu'ils détournent la réalité des choses. Tout ce qui est pro-bio, tout ça, font mal à tout le reste de l'agricole parce qu'on a de la place pour tout le monde. Tout le monde n'est pas bio, tout le monde n'est pas convaincu ni par le bio ni par le conventionnel comme on fait nous. Chacun a son opinion et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. On a une très bonne agriculture en France en général, une très bonne façon de fonctionner, une très bonne nourriture. Prendre le temps peut-être de savoir comment on travaille plutôt que de critiquer pour critiquer. On ne peut pas donner son opinion ou son avis sur ce qu'on a pu entendre ou voir à la télé. Pour donner son avis et son opinion, il faut déjà voir qu'est-ce qui se passe réellement. Ne pas être d'accord, c'est tout à fait logique et normal, et surtout pour les Français. Mais pouvoir en parler, c'est aussi bien mieux que de simplement taper sur le dos des agriculteurs. Merci Aurélie pour ta disponibilité, ton accueil et la transparence aussi. Avec plaisir. Et je te dis à bientôt. À bientôt. J'espère que tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode et matière à réflexion pour ton prochain débat à table. Un immense merci pour ton écoute. N'oublie pas de me laisser un avis et de partager mon podcast pour me soutenir. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.